Oui, bonjour à toutes et tous, spectateurs virtuels d'un colloque virtuel. Je remercie les promoteurs d'avoir pensé à cette action. Voilà ce dont je voulais m'entretenir aujourd'hui, et un peu en réfléchissant à voix haute, ce sont les conséquences de la situation d'urgence présente et à venir sur le contrôle de l'application de la législation du travail. Alors, cette question est venue dans un contexte sur lequel je voudrais dire deux mots, d'une étude que je suis en train de réaliser, et autour des textes qui sont déjà, déjà en vigueur et qui doivent se développer sur ce domaine-là. Alors le contexte, c'est une réflexion sur la place de la sanction pénale dans le contrôle justement de l'application de la législation du travail dans toutes ses dimensions. Il se trouve que l'Infostat a été mis la semaine, c'était fin décembre 2019, après un très très long silence. La précédente étude d'ensemble avait été faite en 1995 par moi, par une statisticienne, par le service de la chancellerie, et on avait l'impression que le silence régnait sur cette question-là. Qu'en est-il des sanctions pénales dans ce secteur-là? Alors, l'infostat qui est paru était étrangement lacunaire, même s'il a des intérêts, il présente des informations, mais de manière très surprenante, ne se posait pas la question de l'articulation entre la sanction pénale et l'action administrative générale, et notamment des agents de contrôle du travail, des directeurs des directs, etc. Donc, aucun lien n'était fait. Alors, si on reprend les données, et c'est le but d'un article que je suis en train de finir de rédiger, si on reprend les données qui sont disponibles sur le site du ministère de la Justice lui-même, on peut faire ces tableaux soi-même, on constate en évolution qu'il y a une pression très forte qui a été mise, en tout cas au cours des dernières années, sur un pan de la législation du travail qui est relative aux infractions à l'emploi. Avec en tête le travail illégal et toutes ses composantes, le travail illégal dont le travail dissimulé qui fait le gros, c'est massif, des infractions qui sont déférées aux juridictions pénales, au parquet en l'espèce. Alors sans même s'appesantir sur les suites qui sont données à ces affaires, on est frappé que ce qui est le noyau dur habituel de l'histoire même de l'inspection du travail, puisqu'elle était née autour des législations protectrices des femmes, des enfants. Voilà, c'était vraiment le début de l'histoire et des pouvoirs de l'inspecteur du travail. Donc les infractions en matière d'hygiène, sécurité, médecine du travail, et surtout les infractions aux conditions de travail, contrat, salaire, repos, congé. Toutes ces infractions-là sont pratiquement disparu. Leur taux de baisse est extrêmement important. Leur taux de réduction, par exemple, si on prend les infractions sur conditions de travail en l'espace de 2012 à 2019, elles ont diminué de près de plus de la moitié. Donc ça veut dire qu'on ne va pas devant le tribunal, en tout cas on ne défère pas ces affaires-là devant le tribunal. Alors pourquoi? Les raisons sont multiples, diverses. D'abord c'est qu'il y a une grande palette d'interventions des services d'inspection du travail, les agents de contrôle, pour agir, des mises en demeure, différentes dispositions de suspension, plus des pouvoirs des directeurs des directs. Un exemple récent pour les questions de sécurité sur le Covid dans des établissements de stockage d'Amazon. Mais si on suppose ça veut dire qu'on reconnaît que la sanction pénale n'est pas considérée comme étant le procédé le plus adapté pour réagir à ces situations. Alors il faut se rappeler quand même aussi, quand on parle de contrôle, c'est en gros 2300 agents de contrôle qui doivent contrôler des millions de salariés et des milliers d'établissements.
On va passer sur cette question des moyens qui est traitée dans différents rapports, dans les rapports sénatoriaux, mais on voit bien que ces activités de contrôle ne sont pas prioritaires. Et quand on regarde des actions prioritaires, enfin, quand c'est déclaré comme tel au fil des années, c'est quand même la législation de l'emploi qui est en tête, et de loin. Et le travail dissimulé, encore une fois, toutes les différentes dimensions de travail illégal, même s'il baisse, puisque la baisse du contentieux pénal est d'un peu plus de 20% pour l'ensemble des infractions, mais elle baisse beaucoup moins que les autres, et ça reste les actions prioritaires, les actions centrales. En gros, on va dire que c'est un contrôle plutôt sous le sceau de la concurrence que sur celui de la protection. Alors ça, c'est des phénomènes qu'on observe, je fournis des tableaux dans mon étude, mais dans le contexte des procédures, des législations d'urgence, j'ai été frappée de voir que les dérogations, celles qui sont proposées et qui sont attendues, et ce, dès le 25 mars 2020, ces dérogations concernent ce secteur justement de la santé, sécurité, conditions de travail, etc., des travailleurs. Alors, une fois que j'ai exposé le contexte, je me dis, en tout cas on peut se poser la question, que vont devenir les injonctions de contrôle, les actions prioritaires, dans un contexte où il est par avance dit qu'il y aura une réduction des droits des salariés, des travailleurs dans ce cadre-là. Et actuellement, vous savez on sait que l'enjeu, c'est une reprise du travail, j'ai envie un peu de dire en paraphrasant, à tout prix. À tout prix. Alors, on sait que vis-à-vis de la protection des salariés contre le virus, à l'égard du virus, il y a des mesures de retrait, ça a été beaucoup discuté, ça a été beaucoup revendiqué, donc dont la fameuse action concernant Amazon, pour que les salariés puissent travailler dans des conditions sanitaires suffisantes, mais au regard du virus. Ça, c'est une chose. On a le droit de retrait, il y a le contrôle du droit de retrait, il y a des mécanismes sur le droit de retrait dont on a encore une fois beaucoup parlé, c'est un point, mais ce n'est pas ce que traite finalement une ordonnance, notamment une de celles qui va nous occuper beaucoup, à mon avis, dans le temps qui vienne, c'est l'ordonnance 2020-323 du 25 mars, intitulé « Mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ». Alors, ce qui est intéressant dans cette ordonnance, c'est l'emploi récurrent de la formule « lorsque l'intérêt de l'entreprise de justifier eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 ». Donc, je crois que la phrase dit tout. Et puis par ailleurs, avec des mesures plus strictes, mais là qui devront être autorisées par décret, donc des dérogations sur le temps de travail, le repos dominical, pour les entreprises relevant de secteurs, et là la phrase mérite d'être lue dans son entier, relevant de secteurs d'activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique et sociale. Envie de dire, autant dire toutes les entreprises. Mais passons, un décret doit déterminer de quelles entreprises il s'agit. Alors là, ce dont il est question, c'est des dérogations dans tous les sens. En ce qui concerne les mesures liées à l'intérêt de l'entreprise, etc., l'employeur peut déroger avec un accord d'entreprise ou à défaut un accord de branche à la prise de congé, à l'usage de compte épargne-temps, etc. C'est les fameuses dispositions dont on a parlé tout de suite pour dire qu'il n'y avait pas que l'activité partielle, mais qu'on pouvait aussi prendre des congés. Donc effectivement, on exerce une pression aussi sur des vacances qui ne seront pas à prendre, puisqu'elles auront été épuisées. Mais les dérogations, celles les plus importantes, en fait, celles qui sont les plus inquiétantes à mon sens, c'est les dérogations d'un second type pour ces
ces entreprises relevant de secteurs d'activité particulièrement nécessaires, etc., etc. Parce que la liste, là, cette fois, est impressionnante. On a des durées maximales de travail peut être porté jusqu'à 12 heures, avec des durées maximales de travail de nuit 12 heures, avec des mécanismes d'attribution de repos compensateur, peu importe, des durées de repos quotidien qui peuvent être réduites à 9 heures, etc. Je vous en fais grâce. Tous les modes de calcul sont révisés et, en gros, il s'agit bien de répondre à l'injonction qui était celle du président du MEDEF, ça n'est pas caché, il va falloir mettre des bouchées de boulot et travailler dur. Sauf que dans ces secteurs-là, les secteurs du temps de travail, encore une fois, c'est les secteurs historiques. Si on retire aux agents de contrôle des règles qui leur permettaient d'exercer un contrôle efficace, je pense qu'effectivement, les conditions de travail vont devenir de plus en plus difficiles. Et comme on sait que ces domaines n'étaient déjà pas prioritaires, puisque c'est, encore une fois, c'est plutôt les infractions relatives à l'emploi, le travail dissimulé, etc., qui font partie de ce qu'on appelle les actions prioritaires, alors on peut s'inquiéter légitimement de savoir qui surveillera la mise en œuvre, la mise en application de ces différentes dispositions dérogatoires. Alors il restera le droit de retrait, qui est déjà une manière de revenir à nouveau à ces conditions-là. Ce que je trouve plus inquiétant, mais encore une fois, il faut attendre que les choses soient précisées, ce que je trouve plus inquiétant dans l'avenir, c'est le fait qu'il y a, et comme souvent en matière de droit du travail, toujours une balance qui se fait entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt des salariés, notamment santé, sécurité, conditions de travail. Cette balance, on voit qu'elle joue, on sait que alternativement, ou en tout cas on attend des agents de contrôle, bien qu'ils donnent un devoir de conseil, plutôt guider que sanctionner, plutôt expliquer que sanctionner. Et la balance, là, dans un contexte de « il faudra travailler plus », elle va nettement, encore plus nettement, je dirais, puisqu'elle l'est déjà un peu trop, elle va encore plus nettement pencher en faveur de le travail à tout prix. La fameuse formule de travail à tout prix, c'est un peu le modèle que nous donnent aujourd'hui les personnels soignants et également tous les personnels qui interviennent dans les EHPAD, les services à la personne, etc., à tout prix. Alors on peut se lever, applaudir, mais on peut aussi dire que ça n'est pas la bonne manière, le sacrifice n'est pas la bonne manière de répondre à une situation, fût-elle considérée comme grave du point de vue sanitaire. On ne doit jamais oublier que les conditions de travail, le travail, c'est d'abord la question de la santé, non seulement des personnes qui sont soignées, comme prend l'exemple des soignants, mais surtout des personnes qui l'effectuent. On ne va pas applaudir à l'enterrement d'un siècle, de plus d'un siècle de législation du travail. On ne peut pas, on ne doit pas applaudir. Alors, quelle place doit avoir la sanction pénale dans ce contexte-là? Je pense que c'est une vraie question, en tout cas la place des contrôles qui doit être redoublée, une attention particulière doit être portée à ce secteur d'activité, comme toujours quand il y a des dérogations. Les abus ne sont jamais loin et encore une fois, c'est une sorte de retournement qu'il faudrait attendre pour éviter de se retrouver dans une autre situation sanitaire qui ne sera plus celle des malades du Covid, mais qui sera celle, peut-être, des malades du travail. Je vous remercie.